Merci bien, Nikos Chountis. Merci beaucoup à Sofia Sakorafa. Merci à Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas ici présent, mais qui soutient cette activité. Merci à tout le groupe GUE NGL. Merci aux députés européens qui, n'étant pas membres de la GUE, sont ici présents, notamment Eva Joly, du groupe des Verts, et que nous avions reçu d'ailleurs au Parlement grec dans le cadre des travaux de la Commission pour la vérité sur la dette grecque. Merci à tous les membres de la Commission qui ont fait le déplacement, qui sont venus du Brésil, de l'Équateur, de Grèce, de France, d'Espagne, de Chypre et d'autres pays. Et merci à chacun et chacune d'être ici présents. On est plus de 120 personnes dans cette salle. Je suis venu souvent à des séances de ce type au Parlement européen et j'en ai vu rarement d'aussi fournies, ce qui montre qu'il y a un intérêt extrêmement important et j'espère qu'effectivement les vidéos en streaming et puis ce qui sera produit à partir des prises de vue et des enregistrements réalisés ici connaîtront une diffusion importante. Zoé Konstantopoulou est revenue sur l'histoire de ce comité. Je voudrais aussi, comme elle, me référer à cette histoire, rappeler que Sofia Sakorafa, ici présente, quand elle était députée du PASOK en 2010, s'est opposée au mémorandum et, en décembre 2010, a proposé l'institution d'une commission d'audit dans le cadre du Parlement grec et elle s'est référée à l'expérience qui avait été réalisée par l'Équateur en 2007-2008 et à laquelle j'avais directement participé, ainsi que Diego Borja, qui est ici présent à la salle et qui est ex-ministre des Finances de l'Équateur et ex-président de la Banque centrale de l'Équateur et qui a participé aux travaux de notre commission au cours de l'année 2015. En 2010 aussi, des amis comme Leonidas Vatikiotis, présent ici dans la salle, ou Haris Aristofanou, commençaient à préparer le film Debtocratie qui a été rendu public en mars-avril 2011 et qui a eu un succès énorme au niveau de la Grèce et au niveau sur le plan international, parce qu'il y a plusieurs traductions. Ils sont ici présents dans cette salle. Et donc en mars 2011 s'est créée la commission d'audit citoyen de la dette, avec une partie significative de personnes qui ont ensuite poursuivi leur effort dans le cadre de la commission d'audit qui a été constituée grâce à la décision de la présidente du Parlement grec, Zoé Konstantopoulou, et qui a commencé ses travaux à partir d'avril 2015. Il y a donc comme l'a dit Zoé, une continuité entre une initiative qui a été prise par des mouvements sociaux et par des militants et militantes politiques, et ensuite sa traduction dans un acte d'un des pouvoirs de l'État, à savoir le pouvoir législatif. Et effectivement, c'était une première en Europe. Ce n'était pas une première pour des pays comme l'Amérique latine, mais c'était une première en Europe. Et je rappelle que ça reste jusqu'à présent l'unique concrétisation d'un règlement européen adopté par le Parlement européen, règlement qui est par ailleurs en général tout à fait mauvais, le règlement 472, mais qui contient à son article 7 une disposition, je dirais la seule positive, et la seule qui n'est jamais appliquée depuis l'adoption par le Parlement européen le 21 mai 2013. C'est l'article 7, paragraphe 9, qui dit un État soumis à une aide financière devra réaliser un audit de sa dette afin d'expliquer pourquoi la dette a atteint un niveau insoutenable et afin de déceler des irrégularités éventuelles. Jamais la Commission n'a demandé et n'a exigé
du gouvernement portugais, du gouvernement grec, du gouvernement chypriote, du gouvernement irlandais, du gouvernement espagnol qui sont sous assistance financière, l'application de cet article 7. C'est très important de le répéter ici, d'insister là-dessus pour dénoncer le type d'attitude, la double morale qui inspire tous les actes de la Commission européenne. Je viens maintenant aux travaux que nous avons menés parce que j'ai peu de temps. Je pense que une des révélations fondamentales, et Zoé l'a mentionné rapidement, mais je voudrais développer ce point, c'est que on a menti dès le départ aux opinions publiques européennes et à l'opinion publique grecque. On a délibérément, quand je dis on, il s'agit des autorités grecques de l'époque avec le Premier ministre Georges Papandréou, il s'agit de Jean-Claude Trichet qui dirigeait la Banque centrale européenne, il s'agit de Dominique Strauss-Kahn qui était le directeur général du Fonds monétaire international, il s'agit de Barroso qui dirigeait la Commission européenne. Ils se sont concertés pour adopter une narration de la crise grecque totalement contraire à la vérité. Alors, vous vous rappelez certainement de l'explication qui a été donnée. La dette publique grecque, selon les personnages et les institutions que je viens de mentionner, avait atteint un niveau insoutenable suite à l'accumulation de dettes publiques beaucoup trop élevée, notamment suite à un État social beaucoup trop développé, à un système de retraite beaucoup trop avantageux pour les retraités grecs, à une incapacité de collecter l'impôt. Ça a été la narration officielle. Or, la vérité, et nous l'avons démontré dans notre rapport, c'est que l'explosion de la dette en Grèce, ce n'est pas l'explosion de la dette publique qui est frappante. Il y a eu explosion de la dette, mais explosion de la dette privée. Et ça renvoie à une situation qui ne concerne pas que la Grèce. Au début des années 2000, il y avait un surplus de liquidités à disposition des grandes banques européennes, en particulier des grandes banques françaises, allemandes et d'autres pays dits du centre économique de l'Europe, donc du Benelux, de l'Autriche, y compris dans ce cas-là des banques italiennes. Et ces grandes banques, mais dans le cas de la Grèce, il s'agit des banques françaises et allemandes précisément, ont déversé sur la Grèce des quantités énormes de flux financiers. Ça s'est accéléré avec l'entrée de la Grèce dans la zone euro, parce que les grandes banques françaises et allemandes avaient la certitude qu'en cas de problème, il n'y aurait pas de dévaluation et pas de perte, et que, parce qu'il y avait la zone euro, et deuxièmement, que leurs prêts massifs à des agents grecs, principalement privés et pas publics, seraient garantis ensuite par la Banque centrale européenne, et que la Commission européenne et la Banque centrale européenne feraient le nécessaire en cas de difficulté pour venir en aide aux créanciers, ce qui s'est effectivement passé. Donc il y a eu un afflux massif de capitaux. J'ai dit, ça s'est passé en Grèce, mais ça s'est passé en Irlande, ça s'est passé au Portugal, ça s'est passé en Espagne, avec là un déversement de flux financiers de la part des banques allemandes vers le marché immobilier espagnol. Il n'y a donc pas une singularité grecque à ce niveau-là. Il y a un phénomène qui s'est répété à plusieurs reprises dans l'histoire, mais avéré pour les années 2000, à savoir un déversement de capitaux financiers du centre vers la périphérie. Et comme à d'autres moments de l'histoire, à un moment donné, les flux s'arrêtent. Généralement, pour des raisons propres aux pays du centre,
et également liées à des circonstances dans les pays de la périphérie. Il y avait donc une augmentation énorme de la dette privée. Alors vous allez me dire, mais qui s'endettait en Grèce? C'est qui cette dette privée? C'était les banques grecques qui recevaient des prêts des banques françaises et allemandes. C'était les ménages grecs qui recevaient des prêts des banques grecques, des banques allemandes et des banques françaises qui leur prêtaient directement. C'était les entreprises non financières grecques qui empruntaient aussi massivement à l'étranger et à bon compte. Bien sûr, il y a eu un endettement public qui a crû, comme l'a dit Zoé, comme le montre le rapport, notamment suite à des dépenses militaires trop élevées, notamment encouragées par les fournisseurs d'armes, qui sont principalement des fournisseurs privés allemands, des fournisseurs privés français et des fournisseurs privés nord-américains. Bien sûr, il y a ça. Mais la situation critique de fin 2009-2010, ce n'était pas le risque d'un défaut de la Grèce sur le paiement de sa dette publique. Le risque, c'était l'incapacité des différents agents grecs qui s'étaient endettés de continuer leur remboursement. Et donc, à partir de la fin 2009, début 2010, les défauts de paiement, c'est-à-dire les difficultés des entreprises grecques et de certains ménages grecs, dans un contexte de récession qui venait de commencer en Grèce en 2009, plus tard qu'en Allemagne ou qu'en France, c'est ce contexte-là qui a foutu la panique du côté des institutions internationales. Si les agents privés grecs commençaient à avoir des difficultés de remboursement et si ça s'amplifiait, quelles allaient être les conséquences pour les banques françaises et allemandes qui avaient prêté massivement? Et quelles allaient être les conséquences pour les banques américaines très imbriquées avec les banques européennes? Car peut-être vous ne vous rappelez pas du fait qu'il y a eu systématiquement des échanges téléphoniques entre Obama, Merkel et Sarkozy en 2010, entre Obama et Dominique Strauss-Kahn. Les États-Unis eux-mêmes sont intervenus pour soutenir le mémorandum et parce que les banques américaines pouvaient être mises en danger par un effet de contagion de la déstabilisation des banques françaises et allemandes très imbriquées avec les banques américaines. Il fallait, pour pouvoir expliquer la nécessité d'apporter 110 milliards à la Grèce pour sauver le système financier grec et le système financier français et allemand, il fallait une narration qui soit acceptable pour l'opinion publique. Il n'était pas possible de dire en 2010 de la part des autorités européennes et de la direction du FMI qu'on allait sauver les banquiers. On l'avait déjà fait depuis 2007-2008. L'opinion publique en avait marre de cette explication. Il fallait une autre narration. Et elle a été créée. C'était les pouvoirs publics grecs avaient trop dépensé. Il y avait quasiment un État socialiste en Grèce. Rappelez-vous des discours. Et donc Papandréou a falsifié les statistiques grecques, a passé un accord, et nous le mentionnons très clairement dans un encadré de notre rapport, avec la direction de l'Office des statistiques grecques pour exagérer le déficit de l'État grec, pour augmenter le montant de la dette grecque, pour augmenter le pourcentage de la dette grecque par rapport au produit intérieur grec, en intégrant dans la dette grecque des éléments qui ne devaient pas y être intégrés et qui étaient en contradiction avec les normes d'Eurostat. Il y a donc eu une narration mensongère, mais liée à un acte de falsification pure et simple des statistiques grecques, ce qui fait l'objet de procédures judiciaires en Grèce, de dénonciation avec des preuves,
absolument claires et nettes dont nous rendons compte dans notre rapport. Les créanciers étaient conscients de ce que je viens de dire, ont fabriqué la narration, ils savaient qu'ils mentaient. Un des documents qui a été mis à notre disposition par la présidente du Parlement grec, qui avait déclassifié une série d'affaires pénales, à savoir des documents secrets du Fonds monétaire international, un des documents, c'est le compte-rendu complet de la réunion du Fonds monétaire international tenue le 9 mai 2010. Nous avons donc ce compte-rendu complet. Vous pouvez le consulter sur le site internet du CADTM et sur d'autres sites internet. Aujourd'hui, nous avons scanné ces documents. Il est mis secret, confidentiel, mais vous pouvez les lire. Il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qui est dit là? Vous verrez qu'il y a une dizaine de directeurs exécutifs du Fonds monétaire international. Sur les 24 directeurs exécutifs du FMI, une dizaine disent clairement l'aide qui est apportée par le FMI est une aide aux banques françaises et allemandes. En particulier, celui qui le dit le plus clairement, c'est le directeur exécutif du Brésil. Mais d'autres directeurs exécutifs le disent, y compris le directeur exécutif de la Suisse. Et comme ces directeurs exécutifs du FMI dénonçaient le type d'aide qui allait être apportée par le FMI, c'est-à-dire 30 milliards apportés par le FMI dans le cadre de l'aide des 110 milliards, les directeurs exécutifs français, allemands et hollandais ont affirmé, et c'est dans le compte-rendu officiel, ils ont dit la chose suivante: nous garantissons que nos banquiers français, allemands, hollandais ne vendront pas des titres grecs sur le marché secondaire. Nos banquiers resteront exposés à la Grèce comme ils le sont aujourd'hui. Donc les directeurs exécutifs français, allemands et hollandais ont menti à leurs collègues pour les convaincre de quand même, malgré leur réticence, voter le prêt du FMI. Dans ce document, vous verrez aussi que plusieurs directeurs exécutifs dénoncent le fait que de manière silencieuse, lors de cette séance, la direction du FMI, le directeur général du FMI, a fait changer le règlement du FMI concernant dans quelles conditions on autorise un prêt à un pays qui le demande. Jusque-là, le FMI ne pouvait prêter à un pays que si, en prêtant à ce pays, la dette de ce pays devenait soutenable. Comme il savait parfaitement qu'en prêtant les 30 milliards, la dette grecque ne deviendrait pas plus soutenable et qu'elle deviendrait même plus insoutenable, ils ont changé le règlement. Et ils ont dit, c'est mis dans le compte-rendu que je vous signale, qu'ils changeaient le critère par un autre. On prête à un pays si le fait de ne pas lui prêter de l'argent peut entraîner une crise bancaire ou une crise financière internationale. Ce qui est exactement la preuve de ce que j'ai dit par ailleurs, c'est-à-dire la peur de ce qui allait arriver aux banques françaises et allemandes qui avaient prêté beaucoup trop à la Grèce pour faire des profits énormes et sans appliquer les mesures de précaution qu'elles auraient dû appliquer, et donc en limitant les prêts aux agents grecs. Et donc, dans ce compte-rendu, vous verrez que la direction dit oui, effectivement, nous avons changé le règlement au début de la séance, sans le dire. Ça n'avait pas été soumis au vote. Ça a été dénoncé et puis accepté dans le cadre du compte-rendu, parce qu'on était dans une situation de crise et parce que si le FMI n'adoptait pas cela, a-t-on dit au directeur exécutif, vous verrez un nouveau Lehman Brothers qui pourra se produire avec des effets encore plus cataclysmiques que ce qui s'est passé avec Lehman Brothers en 2008. Donc je viens de prendre du temps là-dessus parce que
la narration d'une crise est fondamentale. Parce que bien sûr, le rapport contient beaucoup d'autres choses. Il montre que les prêts alors ont été accordés de manière délibérée à la condition de violer la constitution grecque et Yorgos Kassimakis va en parler, j'en suis sûr, ce qui me permet de ne pas en parler. Que les conditions mises explicitement, c'est des conditions qui violent toute une série de traités internationaux auxquels ces institutions sont tenues d'appliquer et d'observer, ainsi que les autorités grecques. Nous démontrons ça dans le chapitre 6 en indiquant clairement que telle mesure dictée par les créanciers se traduit par telle loi dictée par ces créanciers aux autorités grecques et que ça a telle conséquence en termes de violation de telles dispositions, de telles conventions ou de tels traités internationaux. Et puis la dernière partie du rapport, c'est donner des arguments aux autorités grecques avec le raisonnement suivant. Le droit international permet à des États confrontés à une attitude unfair, une attitude malhonnête des créanciers et des autorités qui réclament le paiement d'une dette, le droit international permet à des États de recourir à ce qu'on appelle des contre-mesures. Je dirais, dans des termes peut-être plus clairs pour nous, des mesures unilatérales d'autodéfense. Des mesures unilatérales d'autodéfense qui peuvent consister en des mesures de suspension de paiement et de dénonciation de contrats. Suspension, dans un premier temps, mais aussi répudiation, c'est-à-dire déclarer nul un contrat vu les conditions qui démontrent l'illégalité, l'illégitimité et le caractère odieux du contrat. Et donc nous avons apporté dans ce rapport des éléments qui auraient dû permettre au gouvernement grec, s'appuyant là-dessus, de passer à des actes unilatéraux d'autodéfense face aux diktats des créanciers, mais j'espère que dans le futur, un nouveau gouvernement grec reprendra nos travaux et qu'entre-temps, dans l'opinion publique grecque et dans l'opinion internationale, on apprendra, on étudiera ce rapport. On étudiera le rapport qui a été publié par la suite au mois de septembre. On analysera aussi le rapport que nous sommes en train d'élaborer pour approfondir ce que je viens de dire sur les banques grecques et sur les banques internationales et que nous rendrons public dans les mois prochains et nous en parlerons lors de la conférence de presse à 17 heures. Aujourd'hui, on vous apprendra encore des choses que vous ne savez pas. Donc n'hésitez pas à être là à 17 heures pour la conférence de presse. Merci beaucoup pour votre attention.